Et l'atelier d'avant, c'était le droit des enfants avec les éducateurs et les éducatrices. Parfois, j'aime pas parler toute seule, je fais intervenir les gens dans la salle parce qu'en tant que parent, vous connaissez mieux les enfants que nous-mêmes, vous connaissez vos enfants mieux que nous-mêmes. Alors, si je vous disais que quelle est la chose que l'enfant aime le mieux, qu'est-ce que vous pourriez me dire dans la salle? Bravo. Les enfants aiment jouer. Et la Convention, je vais vous le dire, reconnaît ça aux enfants. C'est des personnes entières. Vous devez comprendre que ces enfants pensent aussi. Parce que régulièrement, nous, parents, on a l'impression que les enfants ne pensent pas. Et nous voulons penser à la place des enfants. Oui, on a notre rôle de les guider, de les mener à bien aussi leur vie. Mais ils ont le droit aussi de jouer. Ne pensez pas qu'un enfant qui joue après avoir fini ses devoirs ne fait pas bien. Alors, on aura une série de quelques questions. Comment est-ce que je peux motiver mon enfant? Vous avez des enfants qui vont à l'école. Comment est-ce que vous les motivez? Moi, j'appelle ça souvent le pense-bête. C'est-à-dire, si on était en table ronde, chacun devrait me dire ce qu'il pense de cette question. Comment je motive mon enfant? Parce que le but pour nous tous, c'est que nos enfants réussissent, n'est-ce pas? Alors, comment vous les motivez pour qu'ils reviennent avec une réussite à la maison après? Qui a une idée, qui va nous partager son point de vue? En début d'entrée, je lui ai dit, cette année, vous êtes dans telle classe, qu'est-ce que vous me promettez? Et quand les enfants me donnent leur réponse, je leur dis, bon, si tu me promets 11 de moyenne, 12 de moyenne, moi aussi je te promets soit une tablette, ou bien je te promets une sortie, ou bien je te promets. En tout cas, on a des promesses qu'on se tient comme ça. Voilà, c'est un peu ma motivation. Et puis je fais beaucoup d'accompagnement, moi-même je suis dans l'accompagnement, dans les devoirs. Et à chaque fois qu'il envoie les notes, j'essaie de lire, de voir exactement là où ça n'a pas fonctionné et puis encourager l'enfant. Je lis plus sur le copain. Et ça porte du fruit. Merci beaucoup aux deux intervenants. Vous avez presque bossé. Généralement, je leur demande de me partager leurs leçons. J'essaie d'expliquer ce qu'ils ont compris dans les différentes leçons. Et j'emmène toujours l'enfant à lui-même répondre à ces différentes questions. Et lorsque lui-même essaie de développer son idée, et si l'orientation n'est pas bonne, j'essaie de l'aider aussi à comprendre sa leçon. Et généralement, ce qui se fait, quand on a les devoirs, eux-mêmes ils font déjà le devoir. Et puis après, pas forcément sur la feuille que le professeur a donné, on fait ça sur notre feuille. Et puis à chaque fois, je reviens pour savoir qu'est-ce qu'elle a compris dans les différentes questions pour mieux orienter au niveau des leçons. Pour vos bonnes pratiques, Madame Guadjo a déjà brossé un peu ses bonnes pratiques pour que votre enfant ait confiance en lui à l'école. C'est-à-dire qu'il ne panique pas quand il va en classe parce qu'il a peur qu'il va échouer. Et c'est de ça qu'on parlait hier sur les performances, l'anxiété des performances scolaires. Alors, Madame Guadjo et Madame Silla ont dit deux choses qui rentrent chez moi dans ce qu'on appelle les actions. Bravo les dames. Oui, vous menez des actions afin d'aider votre enfant à réussir. Vous menez ces actions parce que quand vous les menez, vous les motivez. Les enfants sentent que maman est engagée avec moi. Mes devoirs, je ne les fais pas seule. Et vous savez quoi? Ça fait que quand ils rentrent à la maison et qu'ils ont devoir, qu'est-ce qu'ils font? La première chose, je vais dire, maman, j'ai mon devoir. Parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas seule à faire son devoir. Elle sait que maman peut l'accompagner, papa peut l'accompagner à faire ses devoirs. Et là, elle voit aussi en vous la motivation. Vous lui donnez la motivation d'apprendre. Vous lui donnez la motivation de réussir. Donc, lorsque vous avez la motivation, vous donnez à ces enfants cette motivation, vous le montrez par les actions que vous posez. Le résultat, c'est quoi? La réussite.
Et parce qu'ils réussissent, qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Qu'est-ce qu'ils ont en eux maintenant? Là, la confiance en soi. Vous voyez, c'est comme un cercle. Malheureusement, ici, on va projeter, vous aurez vu, moi je fais comme des flèches. Vous avez la motivation au départ. Après, vous avez les actions que vous menez avec les enfants. Vous avez en haut la réussite scolaire. Et au milieu, c'est ça que vous cherchez, la confiance en soi. Parce que lorsqu'ils auront cette confiance en soi, même si vous n'êtes pas là, ils vont travailler comme si maman était là. Parce que si maman était là, on aurait fait nos devoirs. C'est pas parce que maman a voyagé ou maman est absente ou papa n'est pas là qu'on ne fait pas. Ils ont acquis une certaine confiance et ils sont capables même de travailler de façon autonome sans vous. Maintenant, on va voir 5 facteurs qui renforcent la confiance en soi d'un enfant en lien avec l'école et qui lui permettent de réussir. Lorsqu'un enfant a la confiance en soi, ça favorise les réussites. Mais pour ceux, il doit être encouragé. Et c'est ce que Mme Kouadjo nous l'a dit et Mme Sali. Valorisez les efforts de vos enfants. C'est très important. Est-ce que pendant que vous êtes en train d'aider votre enfant, il ne comprend pas une notion? J'ai bien aimé ce que Mme Kouadjo a dit. Si l'enfant ne comprend pas, elle nous a dit, elle essaie encore d'expliquer, peut-être dans le sens, mais au niveau de l'enfant. Peut-être en classe, il n'a pas compris, parce que madame a peut-être, ou monsieur l'enseignant a 30 élèves dans la classe. Il va parler d'enfant à enfant pour expliquer sa leçon. Il explique sa leçon. S'il a 80% qui ont compris, il ne va pas arrêter la leçon, il va continuer. Peut-être votre enfant est dans les 20%. C'est à vous de l'aider à mieux comprendre la leçon qu'il a eue ce matin-là et dont on lui a donné le devoir. Et quand vous faites comme ça, qu'est-ce qui se passe? L'enfant est encouragé. Le lendemain, il répond au devoir, il donne des réponses. Madame dit bravo. Qu'est-ce qu'il a l'enfant? La confiance en lui. Il est capable de performer. Il n'a plus peur. Pourquoi? L'enfant, hein, il va continuer. Et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant accumule quoi? Des lacunes et des regards. Et qu'est-ce qui se passe dans son estime à lui? Ça baisse. Et vous allez vous plaindre. Mais tu me ramènes que des zéros. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que lui ne te ramène plus des zéros? Est-ce que tu as contribué d'une manière ou d'une autre à tout donner à l'enfant? Mais l'enfant, quand il a reçu ce que je dis toujours à mes parents, vous êtes nos collaborateurs. Vous savez quoi? Vous connaissez mieux vos enfants que nous, les enseignants, même s'ils passent plus de temps que nous. Parfois, vous avez des méthodes qui peuvent aussi nous encourager, qui peuvent nous aider. L'enfant m'a apporté quelque chose de fantastique et je lui dis, comment tu as fait pour le trouver? Hier déjà, tu ne le trouvais pas. Ah, c'est papa qui me l'a montré. Ah, moi je vais lui dire à papa, je vais le devoir. Moi j'ai bien la méthode qu'elle a utilisée. Mais comment tu le fais? Moi j'apprends de mes élèves, tout comme mes élèves apprennent de moi. Je ne pense pas que j'ai la science infuse. Donc parents, je vous en prie, aidez nos amis à la maison. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de ça pour avoir confiance. Mais tous nos enfants n'auront pas la même capacité intellectuelle, n'est-ce pas? Il y en a qui attrapent facilement la chose, mais il y a d'autres qui font plus d'efforts que d'autres. Est-ce que c'est parce qu'il a moins, qu'il lui faut plus de temps que vous allez vous décourager? Vous ne devez pas vous décourager. Vous devez plutôt changer la méthode avec lui parce que si avec Alain, dès que je dis ça en mathématiques, il comprend, alors qu'avec Véronique, c'est pas pareil. Changez de stratégie. Approchez peut-être l'enseignant. Il peut vous donner des stratégies qui vont permettre à Alain de mieux comprendre. Je vais vous prendre un exemple, malheureusement je n'ai pas mon document avec moi ici, que j'ai utilisé avec les éducateurs l'autre jour. Imaginons que l'enfant est encore au primaire. Prenons tout bas, la maternelle. On lui apprend
les chiffres et les nombres. Parce que ce que vous ne savez pas, chacun a son style d'apprentissage. Et parce que X est différent de Y, la manière à laquelle vous allez aborder l'apprentissage ne sera pas la même. Je veux peut-être apprendre le chiffre 3 à mes élèves. Mais il y a celui que dès que j'écris 3 comme ça, c'est comme il est attrapé. Demain, je n'ai plus besoin de lui demander de reconnaître le 3. Mais il y a un autre, vous savez comment il va reconnaître facilement le chiffre 3? Ce ne sera pas écrit chiffre 3. Mais je peux faire 3 dessins pour qu'il sache que c'est 3. Comprenez un peu ce que je veux dire? Parce que son style d'apprentissage est peut-être plus visuel. Ce n'est pas dans le chiffre, il n'est pas un logico-mathématicien qui dès qu'on fait 3, il connaît. Si j'ajoute 3, il dit 6. Mais il y a l'autre que je dois dire 3 bananes plus 3 bananes. Vous savez pourquoi j'ai pris les bananes? Parce que les enfants aiment les bananes. Et parce qu'ils aiment les bananes, il va facilement compter ses bananes. J'ai dit, je t'ai donné 3 bananes hier. Et aujourd'hui, je t'en donne encore 2. Ça fait combien? Tu as mangé combien de bananes? Vous trouvez, vous voyez? Il va facilement trouver parce qu'il aime les bananes. 1, 2, 3 bananes, c'est 5 bananes. J'ai pris dans son vécu quotidien. Mais le mathématicien, celui qui a l'intelligence mathématique, dès que je vais lui dire 3 plus 1 égale combien? Lui, le premier à lever la main, ça fait 5 madame. Est-ce que parce que lui il a dit ça fait 5, je vais abandonner celui qui a besoin que je lui parle des bananes? Non, que non. Alors, autre chose après, vous devez valoriser les efforts de vos enfants. Qu'ils soient assez intelligents ou bien moyens ou pas moyens, chaque fois qu'ils ont fait un effort, s'il vous plaît, récompensez-la. Et je reviens à Madame Sali qui a dit elle récompense ses enfants. C'est très important. Je vais vous raconter une histoire qui va vous amuser. Ma mère faisait ça quand on était petite. Le jour du résultat, nous savions tous que ceux qui avaient passé avaient un bon plat de riz, avaient un poisson en entier. Mais ceux qui avaient échoué mangeaient le couscous avec les légumes. Quel enfant n'aime pas le riz? Alors on était tous motivés. Donc cherchez ce que vos enfants aiment bien pour les motiver avec. Le jour du résultat, ce n'est pas ton bulletin qui t'intéresse. Vous savez ce qui t'intéresse? On dit que tu vas manger à la maison. Comment est-ce que vous allez favoriser leur réussite? Lorsque votre enfant rentre à la maison, il n'avait pas régulièrement de bonnes notes. Et voilà que vous l'avez été. Au lieu de 8, il vous a ramené 11. Vous lui dites seulement ça. Est-ce que c'est encourageant? Ah, maintenant, tu dis bravo mon fils, bravo ma fille. Qui connaît un mot gentil qu'on peut dire à un enfant quand il est en train de rentrer avec des notes? Qui peut partager avec moi ce que vous dites souvent à vos enfants? Quoi? Bravo, félicitations. Bravo, félicitations. Oui, madame? Tu es une championne. Tu es une championne. Oh, moi, je suis fière de vous. Quoi encore? Oui, madame Badiou? Tu es intelligent. Vous voyez? Vous lui dites que tu es intelligent. Personne ne va lui dire qu'il est idiot derrière la scène. Consultation, d'éducation, de formation, d'accompagnement basé dans la région de Toronto au Canada. Et c'est un cabinet qui désormais est également à Abidjan. Une version abidjanaise ivoirienne est en cours d'enregistrement. Education Consulting, je ne cesse de le répéter ces dernières semaines et notamment depuis lundi. Je suis à Abidjan, je suis en Côte d'Ivoire, alors je tiens à remercier mon frère, vous pouvez voir la ressemblance, hein? Mon frère Jean-Marc, pour le chaleureux accueil cette semaine. Je vais remercier également mon frère Raoul, grâce à qui j'ai été intronisé à Séni. J'ai porté la belle tunique, le collier en or, et les belles chaussures, les beaux souliers à Séni il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Et je tiens à remercier également pour l'invitation ma très très chère amie Delphine Ala. Alors, je vais récapituler, résumer un peu
mes interventions de lundi dernier, ici même, celle de jeudi, celle d'hier, et finalement je vais conclure avec quelques mots aujourd'hui, version courte, version abrégée. Donc, lundi dans la semaine locale, dans cette salle, j'ai fait faire certains exercices d'introspection, j'ai posé des questions d'introspection aux parents, aux éducatrices, éducateurs qui étaient là, en leur demandant par exemple, ok, quel souvenir vous gardez de votre enfance, quelle enfance vous auriez souhaité vivre et quelle leçon, quelle valeur vous voulez transmettre venant de votre enfance, vous voulez transmettre à vos enfants aujourd'hui, vos enfants biologiques, vos enfants spirituels, sociaux, les enfants sous votre responsabilité. Ça c'était lundi. Jeudi, dans un centre de la petite enfance, avec les éducatrices qui étaient présentes, j'ai parlé des émotions chez les tout petits. Comment développer les émotions chez les tout petits, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, la reconnaissance des émotions, la gestion des émotions, la reconnaissance des émotions de l'autre, la gestion des émotions de l'autre. Donc ça c'était jeudi avec les éducatrices. Hier, vendredi, à l'Institut Froebel, c'était super intéressant. Avec les jeunes ados là, de 12 à 15, 16 ans. J'ai beaucoup parlé d'estime de soi. Et j'ai beaucoup parlé des erreurs. Le thème d'ailleurs hier, c'était 5 erreurs que les ados, les adolescents commettent aujourd'hui et pourquoi ils, elles ne doivent plus les commettre. Alors, je ne veux pas résumer l'intervention. Ça a été filmé et je pense que Delphine serait très très heureuse de vous partager l'enregistrement de cette conférence qui a été très appréciée du côté de l'Institut Froebel hier. Aujourd'hui, en version courte, je crois que j'ai à peu près une demi-heure. Version courte, j'ai préparé beaucoup plus que ça, mais on va respecter votre temps ce samedi et le temps de toute l'équipe. Alors, la thématique aujourd'hui, c'est 5 clés, je vais commencer par là, 5 clés, 5 stratégies qui distinguent en général les personnes qui réussissent des personnes qui ne réussissent pas. Des personnes qui réussissent le plus dans la vie en général, dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, vie d'affaires, etc. 5 clés, 5 stratégies. La première stratégie, très importante, c'est que ces personnes ont défini, ont clarifié leur vision. C'est la première stratégie. La vision. C'est quoi une vision? Une vision, c'est ce qu'on souhaite accomplir à l'échelle personnelle, à l'échelle de son couple, pour les personnes qui sont déjà mariées, à l'échelle familiale, à l'échelle de son entreprise, à l'échelle de la communauté, à l'échelle du monde. C'est ça la vision. Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre? Quel est l'impact qu'on veut avoir sur les autres? Quels souvenirs on voudrait que les autres, la communauté, le monde gardent de nous? C'est ça la vision. Il y a des fois des personnes qui vont dire oui, je sais ce que je veux faire, je sais. Non, c'est pas juste une affaire de je sais ce que je veux faire. La vision ne se limite pas à ok, je veux étudier, je veux avoir ce tel diplôme pour devenir, je sais pas moi, pour devenir infirmière, pour devenir médecin, pour devenir policier. C'est pas ça la vision. Ça c'est trop petit. Ça c'est avoir un emploi pour être capable de vivre, de payer ses factures. C'est pas ça la vision. La vision, en fait, une vision est beaucoup plus grande que notre seule personne. Nous sommes tout petits là, on est juste nous. Notre vision, je reprends, c'est l'impact qu'on veut laisser à l'échelle familiale, à l'échelle de la communauté, à l'échelle du monde. C'est ça notre vision. Donc, premier point qui distingue les êtres humains qui réussissent et ceux qui réussissent moins, c'est que les premiers ont défini leur vision. On écrit sa vision. Je n'ai pas le temps de développer certaines théories là, en psychologie, mais il y a une puissance dans l'écriture.
Si vous me dites que vous avez un projet, un objectif, que vous n'avez pas écrit, je vous prends pas au sérieux. Parce que tant que ce n'est pas écrit, c'est juste une chimère. Vous devez écrire. C'est très important d'écrire. Idéalement avec papier-crayon. C'est plus efficace que d'écrire avec les appareils. Okay? Là, on définit sa vision. On parle de là. C'est la fondation. La vision qu'on parle, c'est par rapport à cette vision-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous propose, je sais pas moi, un emploi ici ou un emploi là, même si vous êtes bien payé, vous êtes capable de dire non, merci. Ça n'entre pas dans ma vision. Quelqu'un qui n'a pas de vision va accepter l'emploi parce que c'est bien payé. Quelqu'un qui n'a pas de vision va accepter de, je sais pas moi, de passer le week-end ici et là, alors qu'il doit, elle doit travailler sur la vision, etc., etc. Okay? Deuxième grand point, éviter d'agir par réaction. J'ai défini ce point lundi. J'ai expliqué cette partie lundi, les personnes qui étaient là. Beaucoup de personnes réagissent, se donnent un coup de poing. On ne réussit pas une vie de cette façon. Une vie qui est réussie, c'est une vie qui est bâtie sur la stratégie. Puisque j'ai une vision, puisque je sais ce que je veux atteindre, puisque je sais quel impact je veux laisser, puisque je sais quelle image je veux donner, puisque je connais mes valeurs, je ne vais pas agir par réaction, je vais agir par stratégie. Ça veut dire que je peux décider de ne pas réagir. Mais en décidant de ne pas réagir, je suis en train de réagir. Parce que je me situe dans l'action, l'action à long terme plutôt que la réaction ici et maintenant. Ça c'est très très important. Ça fait appel à ce que j'ai développé jeudi avec les éducatrices, l'intelligence émotionnelle. Développer la capacité à maîtriser ses émotions. C'est déterminant. Daniel Goleman, un livre que je vous recommande, l'intelligence. On connaît tellement de personnes ici, là, ici dehors, dans le monde, qui n'ont pas eu besoin de diplôme pour réussir leur vie. Un master pour réussir sa vie. Vrai ou faux? On le sait bien, on a tous quelqu'un dans la famille qui n'a pas terminé son école primaire et qui a réussi sa vie. Et quand je dis réussir sa vie, je ne parle pas seulement d'argent, c'est pas ça. Réussir sa vie, oui, être capable de se prendre en charge, d'avoir une famille, de prendre soin de sa famille. Mais réussir sa vie aussi parce qu'on est respecté dans la communauté, parce qu'on contribue positivement à la communauté, parce que voilà, quand il y a une situation difficile, c'est vers nous qu'on vient parce qu'on sait qu'on aura de bons conseils, on va être guidé. C'est ça, réussir sa vie. On n'a pas besoin de diplôme pour ça. Okay? Donc c'est très important. Par contre, on a besoin d'avoir la capacité à gérer ses émotions. On a besoin d'avoir la capacité d'avoir des interactions positives, constructives avec les autres. Si on est quelqu'un qui cherche toujours par là, c'est sûr qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Et ce qui va arriver simplement, c'est que le monde va nous fuir. Aussi simple que ça. On a beau avoir tous les diplômes du monde, mais si on cherche par là tout le temps, on va voir que les gens vont s'éloigner de nous. Aussi simple que ça, n'est-ce pas? Alors là, on est en train par contre d'échouer sa vie, n'est-ce pas? Donc, quitter le domaine de la réaction pour aller dans... On n'a pas pris conscience de la valeur du temps. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux et le temps est beaucoup plus précieux que l'argent. Il faut payer, recevoir les meilleurs conseils pour avancer rapidement et éviter certaines douleurs. Cinquième point, il faut faire le mieux possible avec ce qu'on a là où on se trouve. Il y a trop de personnes qui disent, ok, par exemple, je veux perdre du poids. Non, je ne veux pas commencer à faire le régime aujourd'hui, je veux commencer en janvier 2024. J'attends la nouvelle année. Là aussi, ça fait rire. Pourquoi attendre l'année prochaine pour commencer à faire un régime? Pourquoi tu ne commences pas aujourd'hui? Ou bien, ok, je veux créer mon entreprise, mais je vais créer mon entreprise quand j'aurai des économies d'1 million. Non, où on se trouve aujourd'hui.
Personne ne connaît demain. Personne ne maîtrise demain. Et la seule chose qu'on connaît véritablement, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors, il vaut mieux faire le maximum dans la situation, avec la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est une leçon fondamentale. Monsieur Bertrand Desfaux, fondateur et PDG d'Éducation Consulting, merci pour cette brillante intervention. Je vais parler aux enfants. Est-ce que les enfants sont là ce matin? Est-ce que les tout petits sont là? Ok, vous allez m'excuser les tout petits, mais je vais parler à vos parents. Je vais parler à papa, je vais parler à maman. Tout ça pour garantir vos droits. Parce qu'en fait, le thème général, c'est garantir les droits des enfants. Ok? Donc, je vais vous parler en 15 minutes. Qui a déjà vu un enfant de la rue? Souvent, on est choqué par les images que nous voyons. Et personne d'entre nous n'a envie de voir son enfant se retrouver dans une telle situation. En tout cas, personne. Aucun parent consciencieux n'a envie de voir son enfant un jour dans cette situation. Qui a aussi vu un couple qui a déjà divorcé? Un couple qui a déjà divorcé et qui enfin, pour certains d'entre eux, il y a un qui dira j'ai gagné, l'autre va dire j'ai perdu. Pour comprendre la vie de famille, la vie de couple, il faut partir du principe qu'elle est composée de deux entités. Il y a ce qu'on appelle le couple conjugal et puis il y a le couple parental. Je précise et je répète, couple conjugal et couple parental. Le couple conjugal c'est quoi? C'est le père et la mère, sans les enfants. Parce qu'en réalité vous étiez couple. C'est parce que vous êtes couple que les enfants sont nés. Ok? Alors le couple parental, c'est l'homme et la femme qui intègrent les enfants. Je vais faire une précision à ce niveau-là. La précision que je fais, c'est que qu'on ait des enfants ou pas, on est couple. Ça, il faut accepter ce principe-là. Alors, bon, dans certains milieux culturels, à partir du mariage légal et à partir même du désir sexuel du mariage. Alors, vous conviendrez avec moi que le couple conjugal est l'épine dorsale de la famille. C'est-à-dire s'il n'y a pas papa, s'il n'y a pas maman, il n'y a pas de couple. Donc le couple conjugal est l'épine dorsale de la famille. C'est un élément très très important. Donc la stabilité du couple repose sur quoi? Le couple conjugal. Si tu vois que le foyer ne marche pas, que l'enfant n'arrive pas à s'épanouir, ou alors il vit dans des conditions difficiles, c'est parce que le couple conjugal a démissionné. Il n'existe pas, ou alors soit ils ont divorcé. En Côte d'Ivoire, l'État a pris des décisions pour structurer et encadrer, encourager la formation du couple conjugal. Les nouvelles lois sur le mariage l'indiquent clairement. Il y a les femmes qui disaient avant que quand on parle de mariage là, on dit l'homme est le chef de la famille. Mais ça évolue aujourd'hui. On dit le couple est géré conjointement. Conjointement. C'est-à-dire que le mari a son mot à dire, la femme aussi a son mot à dire. Ils se mettent ensemble en fait pour faire quoi? Pour gérer le couple. Mais en réalité c'est pour gérer quoi? Les enfants. Ils se mettent ensemble pour gérer les enfants. Mais qu'il y ait un enfant ou pas, c'est bien couple. Je pense que cette précision-là, elle est quand même importante. Et mieux, au niveau encore même des différentes familles. Vous savez que les familles s'impliquent au travers de la dot. Quand on dit par exemple viens payer la dot, c'est pour que les parents te connaissent et qu'ils voient au niveau d'engagement. Donc au niveau des différentes familles, il y a vraiment beaucoup d'implications. Et je pense que c'est des choses quand même dont il faut tenir compte. La cellule familiale doit être solide, elle doit être gérée par des gens capables. Est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui? En 2021, en Côte d'Ivoire, nous étions à 40,7% de taux de divorce. En 2022, nous sommes passés à 45,4% de taux de divorce. Qu'est-ce qui provoque cela? J'ai essayé d'énumérer quelques points quand même importants. Il y a le non-respect de la parole donnée.
C'est-à-dire on est marié, mais on ne respecte pas la parole, l'engagement. On triche avec l'engagement. Il y a aussi la mauvaise application des principes liés à la croyance. Tout le monde est chrétien, tout le monde est musulman, mais personne ne respecte même un seul point de sa croyance au sein du couple. Et puis on ne se pose pas les bonnes questions. La première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que je suis mariable même? Est-ce que j'ai le caractère qu'il faut? Est-ce que je comprends l'amour? Généralement, tu demandes à une personne mariée, ça veut dire que ouais, pour ne pas t'expliquer. Non, je me suis marié, on dit marié, ça veut dire quoi? Il ne faut pas expliquer. Parce qu'on est ignorant sur les questions essentielles qui font la cellule familiale. On ne sait pas. Et on est vraiment sur ces questions-là. On peut encore se poser deux ou trois dernières questions. Est-ce que tu te demandes si tu es une bonne personne? Parce que c'est les bons là qui réussissent le mariage, les mauvais ne réussissent pas. Voici la vérité. Est-ce que tu as un bon cœur? Vous savez que c'est le cœur, c'est les cœurs qui s'unissent. Est-ce que tu as un bon cœur? Pourquoi? Parce que toutes les décisions que tu prends proviennent de ton cœur. Toutes les décisions que tu prends proviennent de ton cœur. Si tu as un bon cœur, tu vas prendre de bonnes décisions. Si tu as un mauvais cœur, tu seras toujours en train de l'humilier. Il y a des paroles qui sont prononcées, après on passe la barre. Toutes les paroles qui sont prononcées, elles reposent sur ce qu'on appelle la foi conjugale. Parce que rien ne dit que les paroles que tu prononces vont s'accomplir. C'est pour ça qu'on appelle ça foi. C'est par la foi qu'on se marie. C'est par la foi. C'est-à-dire par l'espérance. Tu te dis ce que j'ai dit là, je souhaite que ça soit comme ça. Sinon, rien ne garantit que ça sera comme ça. L'intégration des amis. Il y a des amis qui détruisent certains couples. Et puis, il y a ce qu'on appelle la mauvaise intégration des enfants. Il y a des couples où le monsieur pense que son enfant là est plus important que sa femme. C'est du mensonge. Il y a des couples où la femme pense que son enfant est plus important que son mari. C'est faux. Dans un couple, l'homme et la femme sont plus importants que les enfants. Et je veux que vous puissiez noter ça. Si le couple conjugal n'existe pas, excusez-moi, enfant est venu faire quoi déjà? C'est parce que vous êtes les personnes les plus importantes. On dit même dans notre jargon qu'après Dieu, là, c'est ton mari. Après Dieu, là, c'est ta femme. Point. Les enfants viennent. Donc on intègre les enfants au couple. Ce n'est pas les enfants qui sont les... Ce n'est pas les enfants. Il y a des couples où il n'y a pas d'enfants. Est-ce que le couple n'existe pas? Il existe. Est-ce qu'il ne s'épanouit pas? Mais on peut adopter des enfants et puis la vie continue. Donc on ne s'abonne pas sur ces questions-là. L'école coûte cher en ce moment. L'école coûte cher. Donc, certains parents face aux charges. Bon, l'enfant obligé là, déjà au CP1, CP2. De dire non, c'est bon maintenant mon petit, c'est que tu sais la tête. C'est bon. Pourtant, on est arrivé à un niveau où aujourd'hui la peine justifie les moyens en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu sais faire? C'est comme ça qu'on procède maintenant. Tu sais faire quoi? Non, je sais faire mécanique, bien fait. Mais avec quel niveau d'instruction? Donc il est mécanicien, mais il ne faut pas raisonner. Il n'est pas cohérent, c'est un homme brutal. C'est un animal en fait qu'on a en face de nous. C'est ça. Quand il y a un petit déjà, il faut voir les paroles qui sortent. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas éduqué. Mais c'est dû à quoi? C'est nous, c'est l'État. C'est l'État. La famille lutte déjà pour essayer de mettre. Mais c'est l'État qui doit maintenant, je veux dire, formaliser toutes ces choses-là. C'est vrai que la question du développement personnel, pour moi, elle est très très importante. Je ne vais pas demander à tout le monde de faire du marketing, mais au moins j'ai un niveau de mentalité et puis comment on appelle ça? Voilà, c'est vraiment très important. Et puis pour nous, par exemple, on pense que les couples qui se marient là devraient quand même passer par un processus. Devraient quand même passer par un processus. Je ne vais pas dire on va les auditer, mais un processus quand même de développement. Vous voyez, on n'a pas forcément toutes les informations, hein. On ne sait pas toujours tout. Et aujourd'hui, quand les gens veulent se marier, vous savez que, moi je les rappelle par exemple à une semaine de leur mariage, ils ne t'écoutent plus. Est-ce qu'il n'y a pas tout ça? Après, il est passé à un autre monde, quoi. Ils ne t'écoutent pas. Ils ne t'écoutent pas. Et c'est vraiment difficile. Mais je pense qu'il faut plutôt. Et puis, on propose quelque chose de plus difficile encore. Je vais vous dire, elle est vraiment plus difficile. On veut plus qu'on fasse les enfants comme ça. On veut qu'on fasse les enfants dans un environnement sécurisé. Qui a un fondement juridique. Hein? Et je voudrais qu'on puisse créer des brigades. J'en ai dit parce que
C'est une proposition, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est pas bon de faire les enfants. Plus on les fait comme ça, plus aussi leur éducation est comme ça. Vous ne trouvez pas? Non seulement on renforce les capacités de ceux qui vivent déjà en couple, le fait qu'ils puissent divorcer, même après le mariage, ça je le souhaite. Donc si l'État peut prendre des décret chaque 3 mois qu'ils aillent faire un suivi, une réévaluation de leurs sentiments et de leurs trucs, avec des coachs pour vraiment pour les aider à mieux comprendre la vie de couple. Mais et puis je précise une chose que vous ne savez pas. En Côte d'Ivoire en ce moment, l'État a changé la loi sur le mariage en un article. Vous savez ce que la loi dit en ce moment? La loi dit qu'un mari a adultéré, c'est-à-dire qu'il quitte sa femme et puis ça va faire enfant ailleurs. Et il vient. Tant que sa femme n'a pas donné son accord, il ne peut pas donner son nom à cet enfant qui est né. Donc, de manière positive, ça aide les gens, mais les gens vont aller plus loin. Qui ne naissent même pas. Tu es marié, point. Alors, donc moi je pense que pour garantir les droits des enfants, il faut que le couple conjugal soit fort. Il faut que le couple soit stable. Je veux vous remercier de m'avoir écouté. Il sera donc la dernière à intervenir pour clôturer cette intervention et on va passer à une série d'activités avec les enfants. Droit de l'enfant. Connaissance des droits de l'enfant. Ok, tu peux rejoindre maman. Vous allez réfléchir ensemble. Vous allez nous dire c'est quoi la connaissance des droits de l'enfant. Respect de la vie des enfants. Tu peux rejoindre maman. Respect. Protection contre les drogues. Tu peux aller voir maman. Protection contre les drogues. Adjectif de l'éducation. Tu peux aller voir maman. Protection contre les violences sexuelles. Protection contre les violences sexuelles. Définition d'un enfant. Définition d'un enfant. Repos, jeu, culture et art. Repos, jeu, culture et art. Rendre les droits réels. Rendre les droits réels. Même droit pour tous. Même droit pour tous, c'est ça? D'accord. Accès à l'éducation. Accès à l'éducation. Voilà, ça commence très très fort. Elle met des réveils ici. Change sur les dangers qui peuvent avoir dans ce cadre. Et qu'est-ce que je fais aussi, c'est créer un cadre de sécurité. Je suis très regardant sur tout ce qui se passe, même à la maison. Et généralement, dans ce que j'ai vu et j'ai vécu, c'est quand les enfants vont en vacances qu'ils peuvent être, quand le parent n'a pas été toujours avec moi, même les vacances. Quand je dois sortir, je vais à ce que ça soit avec eux. Voilà. Et puis à la maison, ceux qui viennent à la maison, vraiment, j'ai un regard. C'est comment les enfants se comportent avec ces personnes, même ces personnes nouvelles. Je j'ai un regard sur tous ceux qui viennent chez moi à la maison. C'est tout ce que je fais pour protéger mes enfants. C'est plus beaucoup de communication et puis il n'y avait pas de danger qui gagne. De pouvoir peut-être pas s'asseoir sur le pied de telle personne, pas laisser côté. Parce que généralement les enfants sont très euphoriques. Ils voient un truc, ils vont s'asseoir sur. Donc vraiment j'ai vraiment un regard sur ça. D'accord, par rapport au deuxième thème que j'ai eu, c'est rendre les droits réels. Et je demande à ma fille quels sont les droits qu'elle connaît. Elle a dit droit à l'éducation. Donc, par rapport à ce droit, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais à ce que les enfants puissent savoir tout ce qu'il faut. Aujourd'hui même, on est venu pour une activité d'atelier littéraire. Et je les regarde sur leur évolution à l'école. Maintenant, il y a le droit à la santé, elle va faire le droit à la santé. Et ça, c'est dans le cadre de la prise en charge lorsqu'elle est malade. On a une assurance, on fait le marché pour veiller à sa santé. Elle a le même problème. Voilà la protection.
j'étais à l'aise, l'échange que j'ai avec elle, à la maison aussi, c'était comme une relation sexuelle. Puis avec droit à l'asile. Et pas le droit à l'asile, c'est un cas de vie vraiment adéquat. Les gars, il ne faut pas avoir une maison avec toutes les opportunités, mais il y a le minimum pour mettre à l'aise. Je pense que c'est plus. Marche tout le monde. On veut pas que notre enfant soit comme ça. On veut que notre enfant ait la parole pour pouvoir dire non, c'est pas cette situation à laquelle il est confronté. Comme ça même fait à tous ces prédateurs, à toutes ces personnes qui ont de mauvaises intentions. Donc ça aussi, il faudrait aussi l'enseigner aux enfants. Parce que les enfants vont chez tout le monde. Ils ne choisissent pas, ils vont chez tout le monde. Et le parent, généralement, il encourage ça. Donc, on peut dire à un enfant, moi je suis capable de dire non, quand je sens que je fais un truc avec un parent ou avec quelqu'un. Un enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans. On va l'acclamer très fort. Bravo. Est-ce que papa a quelque chose à ajouter, bien sûr? D'accord. C'est quoi ton nom? Prunelle. C'est quoi la responsabilité d'un enfant? Quand tu es un enfant, comment tu te sens? Comment un enfant est? Tu veux qu'on revienne après? Tu vas réfléchir avec papa? Ok. Protection contre les drogues. D'accord. Ne pas suivre les mauvais amis. Éviter de fumer. Ne pas écouter les mauvais conseils des amis. Bravo. On va l'acclamer aussi très fort. Merci. Je veux juste ajouter que faut suivre les enfants avec les mauvais amis. Je ne peux pas dire mauvais en tant que tel, mais il faut connaître les amis qui viennent avec vos enfants. Parce que toi, tu as une éducation que tu donnes à ton fils. Et celui qui vient avec vos enfants, vous ne connaissez pas leur éducation. Donc vraiment, moi, je fais attention à tous ceux qui viennent. Quand un enfant vient derrière mon fils, il devient automatiquement mon fils. Je l'adopte d'abord. Et je vois si vraiment on a les mêmes prédispositions. Quand je vois que ce n'est pas le cas, on s'écarte doucement, sans frustrer celui qui vient d'arriver. C'est donc là que l'on évite vraiment la drogue. Merci. Bravo, on va l'acclamer très fort. Responsabilité des parents. Soutenir les enfants et les motiver dans les tâches, les scolariser et les soigner. Le deuxième thème, on parle de responsabilité des parents. Je pense que si on a décidé de mettre un enfant au monde, c'est que déjà on est responsable. On est responsable de nos actes et de nos actions. Dans un premier temps, il faut loger l'enfant. Il faut le soigner, il faut le nourrir, il faut le scolariser. Et il faut le soutenir, le motiver dans son éducation scolaire. Je pense que ça sera bon. Merci. C'est d'avoir conscience des droits de l'enfant et de les pratiquer. Les différents droits de l'enfant sont le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la scolarisation, le droit à l'alimentation. Bravo. Bravo. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Maman a quelque chose à ajouter? D'accord. Repos, jeu, culture et art. En parlant du repos, il est bon de respecter les temps de sommeil des enfants
Parce que c'est en dormant, en se reposant, qu'ils arrivent à mieux développer, à mieux grandir. Wow. Droit au divertissement. C'est bon pour un enfant de jouer parce qu'en jouant, il apprend. Wow. Culture. Droit à l'apprentissage. Quand nous parlons du droit à l'apprentissage, c'est le fait de connaître ses racines. Parce qu'un enfant qui ne connaît pas ses racines, vraiment, on ne sait pas. Payer les activités extrascolaires aux enfants. Il leur permet de découvrir un nouveau monde, de ne pas rester toujours coincé chez eux. Wow. La scolarité de l'enfant, assurer le suivi scolaire de l'enfant. Bon, ils ont déjà tout dit, on a réfléchi ensemble, mais ce que je peux ajouter, c'est que les droits vont avec les obligations. Il n'y a pas de droit sans obligation. Quand il y a un émetteur, il y a aussi un récepteur. Et quand on a des enfants, c'est un sacerdoce que les parents, et il faut chercher à connaître son enfant, à connaître sa personnalité et savoir prendre ses enfants. Il faut savoir les prendre, il faut savoir adapter l'éducation à chaque enfant. C'est la vie des avis de l'enfant. C'est décider de leur métier futur. Bon, c'est comme il a dit, on a réfléchi ensemble, c'est le même qui a donné cette idée-là. Donc, vraiment considérer ce qu'ils ont besoin d'exprimer et puis les accompagner. Bravo, merci beaucoup. L'objectif droit pour tous, même droit pour tous, l'égalité des gens. En ce qui concerne l'objectif de l'éducation, comme il vient de le dire, ça affirmé. Nous, chez nous, comme ça, je n'impose rien aux enfants. Peu importe le phénomène, on échange, nous donnons leur point de vue et ensemble on décide de ce qu'ils doivent faire. Également, se prendre en charge, je leur permets d'être autonomes, ne faire rien pour quelqu'un, sauf le bébé. Sinon, les autres, chacun s'est débrouillé. Il faut être autonome dès le plus bas âge. Même s'il va encore l'endroit où il ira, il pourra vraiment se prendre en charge. Maintenant, l'égalité des gens. Il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons. Le garçon fait la cuisine, la fille également. Il fait la vaisselle, elle également. Chacun il se partage les tâches. Et c'est selon ce que tu fais que tu reçois aussi des récompenses. Si tu ne fais pas, tu n'as pas. Il n'y a pas de garçon chez moi. Il fait la vaisselle, il fait la vaisselle. Et lui apparemment, il n'est pas d'accord avec ça. Respecter ses parents, obéir aux ordres que ses parents lui donnent et bien travailler à l'école. Bravo. Alors, ça très fort. Je suis Mme Diebi, fondatrice de la crèche gardienne, les premiers pas. Au sortir de cette rencontre-là, on demande aux familles de respecter le droit de l'enfant. L'enfant a le droit qu'il faut absolument respecter. Et nous savons tous que la famille est le modèle de l'enfant. Une famille solide, une famille rassemblée, une famille réunie, forcément sortira de là un enfant fort et très intelligent. Il faut seulement respecter tous les enfants, ce qui les accompagne. Moi, je suis madame de Joie, née avant-hier, et puis je suis aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de participer à ce séminaire. Je suis déjà accompagnée de formes d'activités depuis participer à ce séminaire. C'était vraiment très enrichissant sur les trois panels qui ont permis de pouvoir comprendre l'importance de l'éducation, comment accompagner nos enfants pour qu'ils soient excellents. Et en Côte d'Ivoire, c'est important de pouvoir développer ça, de pouvoir informer chaque parent, afin que l'enfant puisse être mentalement et socialement épanoui.
suis Madame, je suis mère de famille de 3 merveilleux enfants. Alors nous venons de faire une formation, un séminaire tout à l'heure de 15 minutes. Et vraiment c'est une formation qui doit être pratiquée dans nos maisons, qui doit être pratiquée dans nos lieux de travail, parce que c'est une formation, je ne saurais comment la qualifier. Elle nous éduque sur l'éducation de nos enfants. Et c'est quelque chose qui nous manque. Grâce à cette formation aujourd'hui, nous avons eu des outils pour accompagner nos enfants du plus petit jusqu'au plus grand, jusqu'à leur succès. Moi, je suis Edna, je suis ghanéenne et ici, donc moi, tant que participer, ce n'est pas si facile parce qu'il faut que tu comprennes un peu français pour bien, mais c'était sur nos coachs ont bien parlé. Donc, bien expliqué, donc parler tellement que moi, tant que ghanéenne, j'ai tout compris. Et puis, c'était pas sincèrement parce que c'est spécialement pour les parents, et c'est pour tout le monde. Moi, en tant qu'une jeune dame, j'ai appris beaucoup de choses pratiques. Soyez fixés sur où tu es. Tu peux faire plus. Tu peux encourager les enfants. Moi, je vois les enfants, il y a des enfants partout. Il y a des nièces, il y a des cousins, petits frères, petites soeurs. Donc, vous voyez, avec cette conférence, j'ai appris beaucoup de choses pour moi-même. Et puis aussi ma famille et le monde entier, j'espère. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, sincèrement, merci. Je souhaiterais que ça continue. Ça ne termine pas ici, on va avancer dans ça. On a appris beaucoup de choses. On va essayer de pratiquer ça dans nos vies. Et puis l'année prochaine, on va faire beaucoup de choses encore. Donc, sincèrement, merci beaucoup. Monsieur qui veut tout ce qui est ici, je suis vraiment ravie d'être dans ce programme. J'ai beaucoup appris sur le droit des enfants. Pour qu'il y ait le droit des enfants, pour qu'il y ait respect des droits des enfants, il faut déjà qu'il y ait une cellule familiale bien conçue et bien solide pour permettre aux enfants de bien s'épanouir. Donc, ça a été des échanges enrichissants que nous avons eu à écouter. Merci à Madame l'initiatrice de l'événement et merci à tous. Bonsoir à tous, c'est Diane, directrice de bibliothèque Petit au courant. Depuis lundi, nous avons commencé la formation et j'avoue que chaque jour, il y a des nouveaux et c'est des connaissances nouvelles que nous retrouvons tous les jours. Quand on nous donne de nouveaux conseils, nous ne connaissons pas vraiment le droit de l'enfant. Donc je pense que ce sont des événements qu'il faut reproduire, Madame Leslie, pour que chaque parent, chacun connaisse vraiment ce qu'il faut pour une famille vraiment épanouie. Il y a peu à donner, mais malheureusement nous ne le connaissons pas. Si nous nous y mettons tous, je pense qu'il y aura des familles merveilleuses. Merci. C'est lui.